Bonjour et bienvenue à l'Indice du bonheur, un balado d'Atmanco. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, à savoir si ça peut être bienveillant. Je suis Marie-Christine Drolet et je suis avec ma collègue Christine Chartrand, bonjour. Et notre invitée, Sarah Legendre-Bilodeau. Bonjour. Ça nous fait plaisir de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Un sujet palpitant, avec un potentiel énorme sur le monde, mais en même temps, certaines responsabilités. Oui. Sarah sait de quoi elle parle. Mm-hmm. Christine, je vais te dire pourquoi. Pourquoi? J'ai un pedigree de 2 pages. Je vais vous en couper quelques lignes. Mais en fait, Sarah est CEO de la firme Videns Analytics. Donc, ils sont spécialisés en valorisation de données et intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup le mot « appliquer » que vous nommez souvent, donc concrètement, comment l'implanter, qu'on l'applique dans nos organisations. Tu travailles avec la grande, la petite entreprise, la moyenne, donc différents projets. Oui. Et toi, tu as été musicienne, ce qui fascine beaucoup les gens. Tu as fait le Conservatoire de musique de Québec. Oui. Et bien après, la bolle est allée en mathématiques et en statistiques. C'est bien ça? C'est ça, un bac en statistique. T'es reculé loin dans mon curriculum, oui. Artiste, mathématicien. Exactement. Plus statisticienne. Okay. Donc, tu as travaillé dans des endroits aussi avant d'avoir l'entreprise. Tu as travaillé chez Desjardins, entre autres, dans différentes organisations, dans le domaine... Je vais te laisser. De la donnée. En fait, mon cœur de métier, ça a toujours été la donnée. Donc, je disais pas que je faisais de l'intelligence artificielle il y a 15 ans, ça c'est certain. Là, c'était pas dans le vocabulaire des gens non plus, là, mais j'ai vraiment passé par tout le spectre de la valorisation des données, là, de la statistique plus pure en santé publique, l'information de gestion, l'intelligence d'affaires, l'analytique avancée. Puis c'est dans mes dernières années chez Desjardins là, qu'on essayait de prendre un certain virage, là, puis d'augmenter la maturité au niveau de l'organisation pour aller plus vers l'intelligence artificielle. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que le IA, AI en anglais, le IA en français, c'est parmi nous, tu sais, c'est dans nos cellulaires, Google Search à la maison, j'ai Alexa, j'ai Google Home, mais c'est comme un domaine connu, mais aussi très inconnu en même temps. Ouais. Donc, je suis fascinée par le domaine, par le produit IA, mais en même temps, je le comprends pas. Donc, j'ai hâte, là, d'en parler plus. Oui, puis on n'a pas, tu sais, dans notre quotidien, on le sait qu'il y en a un petit peu partout, mais des fois, on aime peut-être mieux pas trop le savoir. Ouais. Faut, tu sais, prendre plus les bénéfices puis pas trop se questionner sur qu'est-ce qu'il y a en dessous, puis même des préoccupations, là. Donc, ouais. Moi, j'y pense. Hier, j'étais au centre d'achat, puis on m'a demandé mon code postal, puis je l'ai pas donné. Un instant. Mais quand on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai demandé quel type de client tu recherches et quel type de client dont tu l'éloignes. Puis tu m'as parlé d'éthique. Ouais. Faut que ça soit cohérent avec nos valeurs, ça c'est certain. Tu sais, faut que moi j'aime beaucoup plus parler de valorisation des données, puis l'intelligence artificielle est un des outils qu'on inclut dans la valorisation des données pour moi, mais faut toujours que ça serve à quelque chose d'utile, faut que ça livre de la valeur, faut que ça apporte des bénéfices, tu sais, faut puis souvent c'est ça, la ligne est pas claire là. Donc c'est vraiment à chaque fois je pense qu'il faut se questionner sur ces valeurs, puis il y a certains projets dans lesquels on n'embarquerait pas, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vraiment t'enrager justement par rapport à certains projets là qui te font peur? Je dirais pas que c'est de la rage, mais des fois c'est de la méconnaissance ou de sous-estimer les impacts négatifs là. C'est sûr que moi je suis passionnée de marketing. J'ai travaillé quelques années en valorisation des données puis en développement de modèles prédictifs pour du marketing, puis j'adore ça, tu sais, mieux connaître son client, mieux anticiper ses besoins, tout ça, mais il y a une limite à ne pas franchir, mais souvent on le sait pas elle est où.
Parce que en données de marketing, là, tu sais, on peut avoir accès à toute la vie des gens. Là, tu sais, pour une institution financière, par exemple, une banque, là, ils ont tellement de données transactionnelles, de connaissances clients que si on pense juste comme au potentiel de l'intelligence artificielle, puis aux méthodes qu'on peut utiliser, puis aux données qu'on peut mobiliser le plus possible, ben on peut passer à côté vraiment de cette fameuse ligne-là qui est pas claire, là. Donc l'intérêt du client. Ouais, moi autant je suis passionnée de marketing, autant ça me fait peur. Tu sais, comme c'est facile de justifier en disant ça va toujours être de plus en plus pour l'intérêt du client puis pour sa satisfaction, tout ça, mais le jour où on va trop loin puis qu'on découvre des choses qu'on devrait pas savoir, ben c'est cette balance-là, je trouve, qui est plus difficile. Fait que je dirais pas que je suis jamais enragée. Tu sais, les gens, souvent, ils ont vraiment des bonnes motivations. Là. Souvent, c'est positif, un projet d'intelligence artificielle. C'est plus comme de pas se poser les bonnes questions qui peut amener à certaines problématiques, je dirais. Là. Puis aussi, ben, tu sais, tout ce qui se passe en Chine là, avec la reconnaissance faciale, tu sais, de mettre une valeur sur des gens comme ça, là, puis ça, c'est sûr que ça m'enrage. Ça, vraiment. OK, ça on l'a trouvé. Là. Ouais, ça serait le genre de projet que c'est sûr qu'on pourrait pas embarquer là-dedans. Là. Même, tu sais, tout ce qui est reconnaissance faciale, des fois, dans les centres d'achat, là, de plus en plus, les commerces veulent aller vers ça, là, pour analyser les émotions, ça commence à être personnel, là, tu sais. En tout cas, faudrait bien le réfléchir, je pense, que là, si on décidait d'embarquer là-dedans puis mettre nos limites, là. Ouais. Comme société aussi, on commence de plus en plus à voir en Europe les règles se resserrent, tout ça. On constate un peu l'effet boomerang d'une certaine façon où les gens, ça a été le Far West, les gens ont fait un peu ce qu'ils voulaient, les consommateurs savaient pas trop ce qu'il y avait derrière, puis finalement, ben là, on le voit dans le cas de Facebook ou autre, où ben là, ça se retourne contre eux. Mais c'est un paradoxe, hein, parce que en tant que consommateur, nos attentes sont très, très, très élevées. Juste là, quand je suis dans mon auto puis que je veux utiliser la reconnaissance vocale pour passer des commandes simples, faire un appel, envoyer un texto, je me fâche de pas être bien comprise par l'assistant vocal. Hein? Fait que ça fait partie d'attentes souvent non répondues. C'est la même chose pour les bébelles qu'on installe dans les maisons, tu sais, fait que nos attentes sont très grandes, même sur Google. Quand je vais sur Google puis je fais une recherche, je m'attends vraiment à tomber en premier ou deuxième choix, 3 au pire, sur le contenu qui est pertinent à ma recherche. Mais tout ça, il y a l'en arrière là, tu sais, qui demande à ce qu'on raffine sans cesse les algorithmes, qu'on utilise de plus en plus de données, tout ça. Fait que c'est vraiment un paradoxe. C'est ça, les règles se resserrent. On veut éduquer la population sur c'est quoi qu'il y a derrière, c'est quoi les limites, tout ça à ne pas franchir, mais la population en même temps a vraiment des attentes très élevées. Fait que c'est super bien qu'on se pose les bonnes questions puis qu'on resserre les règles actuellement parce que ça conscientise les gens. Tu sais, justement, pourquoi on a tout le temps besoin de... Tu sais, code postal, c'est simple, mais c'est une donnée confidentielle. Pourquoi on a tout le temps besoin de donner un code postal dans tous les commerces qu'on visite? Est-ce que c'est vraiment nécessaire tout le temps? Donc, il faut se poser la question, être critique et voir jusqu'à quel point on veut que les organisations entrent dans notre vie privée. Ouais, c'est ça. C'est quoi que je retire? C'est quoi que j'ai en retour de donner autant de valeur? Les données, c'est de la valeur beaucoup, là. Ça vaut cher pour une entreprise. Donc, en échange de mes données personnelles, qu'est-ce que j'en retire? Il faut que le bénéfice soit là. Puis c'est ça qu'il faut que les gens se mettent c'est cette question-là qu'on doit commencer à poursuivre, continuer à se poser. Puis toi, comme justement étant très connaissante, c'est quoi les données que tu donnes avec plaisir parce que tu sais qu'il va y avoir un retour qui en vaut la peine? C'est sûr que moi, tout ce qui est données, tu sais, les données de santé, avec les montres connectées, puis tout ça, là, bon. Là, moi, je veux faire l'acquisition d'une montre connectée. J'en ai pas encore, OK? Puis je l'ai bien réfléchi, ce volet-là. Là. Est-ce que vraiment... je franchis le pas parce que je le sais, la quantité de données biométriques que je vais donner à cette compagnie-là. Donc, pour moi, le bénéfice, c'est, mettons, de suivre mon activité physique, mon niveau de stress, tout ça. Ben là, je juge que j'ai assez de retours pour
investir mes données là-dedans. OK? Mais à chaque fois, c'est juste qu'il faut se poser la question. Fait que, tu sais, il y en a qui le feront jamais, donner leurs données biométriques. Ouais. Puis, moi, j'ai une ancienne collègue, c'est sûr qu'elle ira jamais vers là. Puis c'est correct. Tu sais, je pense que on a toute notre limite qui est à un certain endroit, mais pour moi, c'est vraiment de dire, c'est quoi mon retour? Puis est-ce que tu vas voir dans les conditions, dans tous les petits détails là, pour voir jusqu'à quel point où est-ce que tu vas? Personne Bon. fait ça. Donc, Faudrait, pas mal on devrait tous le faire. Même Sarah le fait pas. C'est ça. Sauf que je le fais pas parce que le jour, je le sais, tu sais, le jour où tu le donnes au monde. Ouais, ben c'est ça. Donc, je pense que c'est toujours de mettre mettre ces éléments-là dans la balance puis de prendre la décision en connaissance de cause surtout là. Ouais. Toi, dans ce que tu as fait justement avec votre entreprise, l'accompagnement de différentes entreprises, puis très concrètement, vous prenez des projets qui sont l'idéation, au plan d'idéation jusqu'à vraiment d'obtenir parfois des produits, parfois des analyses plus sophistiquées pour aller de l'avant. De quoi tu serais de quoi t'es la plus fière? Ben moi là, vraiment un projet qui me motive ou dont je suis vraiment fière, c'est quand avec peut-être 3, 4 mois, 6 mois d'efforts qui est somme toute raisonnable, on arrive vraiment à obtenir de la valeur rapidement. Tu sais, au début, quand tu m'as présenté, là, tu disais, tu sais, là, vous avez un focus fort sur la livraison, ça, je me souviens plus des mots que tu as employés, mais c'est vraiment ça. Tu sais, pour moi, c'est tellement facile dans mon domaine, la science des données, ou il y en a qui disent la science de l'intelligence artificielle, ou bon, appelez ça comme vous voulez. C'est tellement facile de tomber en amour avec les méthodes, avec les techniques, mais c'est pas satisfaisant, ça. Ce qui rend fier au quotidien, là, c'est de faire changer les choses, d'avoir de l'impact, d'amener de la valeur, tu sais, par exemple, un projet d'automatisation, là, de tâches répétitives, pénibles pour quelqu'un, là, ben, ça amène vraiment des bénéfices, oui, monétaires, mais aussi de satisfaction, tu sais, vous le savez, là, vous êtes dans le domaine des ressources humaines, de satisfaction, comme dans le rôle de la personne qui est assistée par l'intelligence artificielle, puis comment cette personne-là peut être meilleure, tout ça. Fait que moi, c'est vraiment comme tout le temps ces retombées-là positives là, qui me rendent très satisfaite de projets ou fière. Là. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui trouve parfois le IA, ça rend le monde un peu paresseux. À un moment donné, c'est la machine qui fait tout. Il y a comme, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime mieux penser que ça amène les gens à être meilleurs puis à faire plus, tu sais, puis à faire mieux. Efficace. Vraiment. Ouais, vraiment. Parce que c'est pas vrai qu'on va asseoir quelqu'un qui va juste surveiller une machine, tu sais. Dans le futur, c'est pas ça évoluer. Évoluer, c'est dire, je vais utiliser par exemple, une intelligence artificielle pour m'assister pour que je puisse être plus efficace, me consacrer à d'autres tâches qui vont être à plus grande valeur ajoutée. Tu sais, c'est à obtenir bien plus de satisfaction dans mon travail parce que j'arrive à changer beaucoup plus de choses ou faire évoluer beaucoup plus. Fait que, tu sais, moi, je suis plus dans le volet positif, mais pour moi, j'ai toujours vu comme l'intelligence artificielle comme une aide à la tâche, une aide à la décision. Tu sais, garder le mot aider là dedans là, puis assister plutôt que remplacer. Ouais, c'est très important. C'est ça, c'est ça. C'est là qu'il y en a le plus de valeur, tu sais, parce que les efforts requis d'un point de vue technique pour automatiser parfaitement puis rendre la décision instantanée par l'IA, tout ça, premièrement, c'est très, très risqué. Puis ce qui est requis là en termes d'efforts supplémentaires pour se rendre jusque-là, là, souvent, ça vaut pas la peine. On est bien mieux d'amener plus de l'aide à la prise de décision, de l'aide à la tâche, puis de ne pas le franchir tout de suite, ce volet-là. Là. C'est comme un GPS dans l'auto, là. Tu ne remplaces pas le conducteur. C'est un outil, tu sais, c'est un outil ça amène de A à Z plus efficacement, plus vite, hein, aussi. C'est ça remplace pas le conducteur. Non, c'est un outil. Peut-être les Tesla, à un moment donné, mais pas de ça. Mais c'est ça, on a plein de défis avant de ça. Là, je pense. Atman a participé à une étude scientifique avec, en fait, Alina Stamaté. Geneviève Sauvé puis Pascal Denis. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, ça s'appelle The Rise of the Machines and How They Impact Workers' Psychological Health.
Ouais, Marie. Tout un titre. Tout un Tu veux-tu élaborer? Ben en fait, dans cet article-là, on a fait même un blog suite à la sortie de l'article. Oui. Puis c'est un article qui est disponible là, sur le net, là, si vous cherchez The Rise of the Machine avec Stamaté, vous allez trouver le résultat. Mais un élément on a sorti des questionnaires justement sur la santé psychologique, la détresse psychologique, faire des liens avec la capacité intellectuelle, par exemple. Donc, on a fait différentes recherches. Une des choses qui est ressortie, qui était vraiment... moi, je l'ai pas vu venir d'une certaine façon, c'est qu'ils ils se sont attaqués au côté plus social, de dire, ben il y a d'adopter la meilleure solution. Puis souvent dans les organisations, sont vraiment justement à détecter la meilleure solution aujourd'hui. Qu'est-ce que de voir c'est quoi l'expérience de l'usager, etc. Mais il y a pas toujours. Puis je sais pas si tu vas être d'accord avec ça. Ce projet à dire là ça prend un plan de com pour intégrer nos nouvelles choses. Ça prend l'adhésion. Donc ils ont là la nouvelle patente, la nouvelle machine. Puis là ils ont les big boss en haut ont décidé ça. Puis quand arrive le temps qu'on ait de l'adhésion, il y a beaucoup de résistance. Puis là, c'est comme un peu la guerre du terrain. Je te comprends, Marie. On est un peu différents là-dessus. T'es plus tu te lances dans ces projets, des défis novatrices. Moi, j'ai tendance à freiner un peu. Je suis plus conventionnelle dans mon approche, plus traditionnelle. Ça devrait être pareil pour beaucoup d'RH, là. Donc, j'ai eu un peu... Mon premier réflexe, c'est j'ai un peu peur, des fois, de IA, puis un peu l'inconnu dans l'ensemble IA. Peut-être j'ai vu trop de films, là. Des films, tu sais, où la machine prend le contrôle, là. Mais c'est normal. Ouais. Tu sais, la notion de confiance, puis la notion de comprendre la valeur ajoutée, puis où est-ce que ça va m'amener. Le bénéfice pour l'individu. T'as parlé de se sentir bien, d'être plus compétent, plus efficace, moins routinier. Ce sont tous des choses, là, c'est surtout au Québec, par exemple, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que on n'a pas peur qu'ils nous... non, il y a je pense que c'est plus dans le discours, là, avoir peur de perdre son emploi, en tout cas de moins en moins, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment la notion de confiance, puis de dire je vais être déstabilisée pendant un petit bout de temps, puis je ferai pas les choses de la même façon, puis qu'est-ce que ça fait si ça marche pas bien, tu sais. Il y a toutes ces questions-là, mais moi je suis pas étonnée de ces résultats d'études-là, parce que nous, quand on fait des mandats, on fait aussi on développe des solutions sur mesure, mais on fait aussi de l'accompagnement stratégique en valorisation des données puis intelligence artificielle dans les entreprises. Souvent, c'est des assez grandes entreprises, moyennes à grandes, où est-ce qu'on travaille avec des gestionnaires, tu sais, pour les aider là à mettre leur stratégie en place, là, tu sais, pour être capable de gagner en maturité analytique, prendre le virage puis tout ça, puis nos expériences puis nos interventions dans les différentes entreprises, ça nous a amené à faire notre propre modèle de maturité. Puis là, sans rentrer dans le détail de ça, il y a un dernier axe là qui s'appelle organisation dans notre modèle de maturité. Puis quand je donne des conférences ou que je le présente, tout ça, là, je dis toujours s'il pouvait prendre le 3/4 de la page, c'est ça sa vraie importance. Fait que ça, organisation, là, c'est toute la gestion de changement qui intervient là-dedans. Le qui fait quoi, là, les rôles et responsabilités, la politique interne. Dans les grandes organisations, il y a beaucoup de politique, tout ça. Dans n'importe quel projet de transformation numérique, je vais dire qui implique la donnée parce que moi, c'est mon métier, mais transformation numérique dans son ensemble, la gestion de changement, ça doit toujours être au cœur du projet. Toujours. Puis tu sais, il y a des stratégies pour ça, là. Tu sais, moi, je suis pas une spécialiste de la gestion de changement, mais tu sais, t'impliques des gens de toutes les... des gens qui sont vraiment sur le plancher, des opérations, tu les impliques dans le projet depuis le départ. Tu sais, il faut que ça devienne leur projet. T'achètes pas un outil d'intelligence artificielle puis t'essayes de le déployer la semaine d'après. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui se planifie, qui s'élabore, qui se crée en équipe dans une organisation, là, qu'elle soit petite ou grande. Puis, c'est cette équipe-là ou c'est cette organisation-là qui fait naître l'outil. Ça se peut que l'outil existe déjà quelque part comme une solution logicielle commercialisée. Ça se peut aussi qu'on doive la développer sur mesure, mais dans les deux cas, faut pas partir de la technologie ou de l'outil
pour engendrer un changement. D'abord, il faut répondre à un problème, ou il faut essayer de s'améliorer, ou il faut vouloir anticiper, prédire. Bon, il y a plein de raisons d'utiliser l'outil intelligence artificielle, mais ça doit jamais être genre un trip technologique. Excusez mon vocabulaire. Ça peut être, oui, c'est ça, mais ça sonne des cloches. Donc, trip technologique, je le répète. Donc, oui, puis t'as mentionné le fait d'impliquer les gens de terrain dès le départ. On s'assure que ça leur ressemble. Mais aussi, nous, quand on travaille avec à développer des solutions personnalisées, par exemple, pour de la sélection, par exemple, ce qu'on va voir, c'est je veux voir les différentes parties prenantes parce qu'ils ont des intérêts, des besoins qui sont différents et ils vont regarder la plateforme d'un angle qui sera jamais le même que la personne qui est à la tête de l'organisation. Donc on essaie d'avoir une variété des parties prenantes pour mieux comprendre puis justement donc ça va dans le sens. C'est tellement important parce que les gens qui sont touchés beaucoup là par exemple l'implantation de l'intelligence artificielle dans leur quotidien au travail, tout ça, souvent là ils font bien leur travail, ils ont l'impression d'être performants, tu sais. Fait que là t'arrives puis c'est comme si t'arrives directement qu'il y a un outil là qui est supposé tout faire en partant, c'est comme si tu leur dis t'es pas efficace ou t'es pas bon ou je sais pas si vous comprenez, tu sais, alors not good enough. Ouais, mais ça doit être plus vu comme comment ça va m'amener plus loin. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Puis si la réflexion elle part pas de tu sais, souvent, moi, quand j'anime des ateliers, là, ce qui marche le mieux, c'est de partir des problèmes des gens. C'est quoi que t'aimes pas dans ton travail? C'est quoi qui est pénible, là? À chaque mois, faut tout le temps que tu recommences. Tout ce qui est tâches répétitives, c'est tellement des beaux potentiels pour l'IA, mais il faut le faire dans le bon ordre. Puis surtout, le faire pour que ça réponde aux besoins. Ah oui, j'aime ça. What's my pain? What's my pain? So I can take care of it with the machine. C'est vraiment mon angle d'attaque préféré. Ah, j'aime ça. C'est ça. Puis aussi, un des éléments justement dans la recherche qu'on citait tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a un lien entre la capacité intellectuelle d'un individu et sa capacité à embrasser les nouvelles technologies, le AI, etc. Moi, ce que ça me dit, c'est que, en fait, parfois, les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est trop compliqué. Et ils voient pas le bout ou comment ils vont le faire, comment ils vont y arriver, ils vont se sentir pas bons. Est-ce que, as-tu vu ça, toi, sur le terrain? Ben, certainement. Mais tu sais, c'est sûr que avant de démarrer, là, un gros projet, là, dans n'importe quelle entreprise, on a tout un vertige, là. Tu sais, moi, j'aime ça, le changement, puis j'aime ça, la nouveauté, puis j'aime ça, les défis, mais il reste qu'on a tout le temps ce vertige-là, là. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y a du monde qui l'ont plus fort que d'autres, mais si tu découpes, tu sais, c'est en découpant le projet, puis en faisant des petits pas, puis en amenant de la valeur petit à petit, que tu l'as fait ta propre gestion de changement, il me semble, là. Puis pour moi, c'est très important. Tu sais, l'intelligence artificielle, c'est pas super mature encore comme domaine. Donc, pourquoi on se permettrait pas de le faire petit à petit, en petits pas, livrer des petites briques qui seront pas parfaites, mais qui vont qui vont nous aider à cheminer, qui vont nous amener de l'apprentissage. Tu sais, pour moi, c'est vraiment ça la clé, je pense. Parce que, en tout cas, moi, j'en ai vu, tu sais, ayant passé par des grandes organisations, des projets à plusieurs millions qui ont échoué en intelligence artificielle ou en valorisation des données, j'en ai vu beaucoup, là, tu sais, puis c'est parce qu'on découpe pas assez. T'sais, on veut tout de suite la grosse Cadillac, mais j'en ai peut-être pas besoin. Là. Ouais. Sarah, il y a beaucoup de consultants sur le marché. Ouais. Tu me l'as expliqué dans le passé, à savoir, il y a eu une certaine consolidation, un petit peu moins de joueurs comme entreprise, comme organisation. Nous, on vous a choisi comme fournisseur AI pour notre projet de coach virtuel intelligent. Peux-tu nous expliquer un petit peu quel est le marché, mais aussi, on a parlé d'éthique, donc on veut avoir un fournisseur qui met ça sur la table puis qui est sérieux à ce niveau-là, puis qui démontre aussi, pas juste le dire, dans les actions. Quel conseil tu nous donnerais?
Ben, tu sais, tu me disais, bon, parle un peu du marché puis de l'écosystème, tout ça. T'sais, moi, j'ai fondé Vidence avec Virginie il y a 4 ans, presque. On va fêter nos 4 ans. Puis à l'époque, il y avait une nouvelle firme comme la nôtre à chaque semaine qui naissait pratiquement. Tu sais, je caricature, mais à peine. Okay? Fait que c'était vraiment, tu sais, tout le monde voulait se lancer dans l'intelligence artificielle. C'était ça qu'il fallait faire. Là, tu sais, quand t'allais en technologie, c'était ça. Maintenant, puis on se plaignait beaucoup que le marché était pas mature, tout ça. Les clients, fallait les éduquer. Souvent, on se faisait approcher il y a 4 ans, là. Moi, j'aimerais ça faire de l'intelligence artificielle dans ma compagnie. Puis ils savaient pas c'était quoi qu'ils voulaient. Pourquoi, mais ils voulaient. Mais ils voulaient ça, tu sais. Fait que là, on était OK, bon, ben on va repartir de la base, là. C'est quoi vos problèmes? Puis, tu sais, tout ça. Maintenant, ça arrive beaucoup moins souvent. Tu sais, les compagnies, les entreprises de toute taille en ont entendu parler, savent un petit peu plus que c'est pas encore mature, mais ils savent un petit peu plus les limites, tout ça. Fait que moi, ça, je trouve ça très positif. Fait que si, mettons, je rattache ça à un conseil, là, c'est vraiment, avant de se lancer dans un projet, eh ben, ayez pas peur de vous éduquer, puis de lire un peu sur le sujet, puis de voir, ben, ils sont où les plus importants bénéfices? C'est quoi qui est le plus complexe, tout ça? Tu sais, juste de se faire une première tête, là. Fait que, pour moi, ça, c'est un conseil, mais aussi, tu sais, que tout part par une problématique, un besoin d'affaires, un objectif. Pas le faire pour le faire. Jamais faire un trip d'intelligence artificielle parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est que on va développer quelque chose de ben trop complexe pour le besoin. Fait qu'en général, rester focus, tu sais, sur... je pense que c'est ça, de rester focus sur c'est quoi l'objectif, c'est quoi le besoin, puis développer ou développer en collaboration. Tu sais, il y a plein de modèles qui existent, mais la version la plus simple possible qui va répondre aux besoins. Tu sais, comme c'est immature, il faut que ça soit appliqué, c'est ça. Puis c'est un défi, hein, tu sais, au quotidien, là, on aime ça comme... à être le, tu sais, développer. Tu veux être leader, mais comment? Mais comment tu vas l'être? C'est que tu vas l'être en livrant de la valeur, tu sais, au quotidien, je pense. Aussi, on te dit rapidement, interne, externe, puis chez Atman, on a dû se positionner à savoir est-ce qu'on s'embauche quelques personnes spécialisées en intelligence artificielle ou est-ce qu'on fait affaire avec les externes. Moi, je dirais aux gens, bon, il y a des grandes organisations, puis même les grandes organisations vont souvent faire un mix des deux. Quand on est des PME, je constate que c'est très risqué de partir puis de s'ouvrir un département parce que dans le secteur de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs il y a plusieurs spécialités dont tu as besoin à différentes phases de ton projet. Puis c'est difficile d'être critique à savoir la qualité du processus quand tu connais pas. Donc tu peux les payer cher le fait d'être à l'intérieur de ton organisation. Mais c'est vrai que le marché est vraiment spécial. Actuellement, c'est tellement fluide, là, les gens ils changent de poste tout le temps, tout ça, puis comment j'analyse un peu la situation puis que je vois les choses de plus en plus là, c'est parce que même mes clients grandes entreprises ont tellement de difficultés à recruter, c'est que j'ai l'impression que ça prend comme une masse critique, tu sais, du domaine de la science des données. Nous, pourquoi on est attrayant pour le talent chez Vidence? C'est parce que les gens savent qu'en venant dans l'équipe, ils vont côtoyer des comme eux, qui vont les amener plus loin, ils vont pouvoir voir plusieurs sortes de projets, ils vont pouvoir varier leur, tu sais, ce qu'on fait moins, tu sais, mettons que je vais justement dans le domaine des assurances, ben je vais toujours toucher à des problématiques d'assurance, alors que moi, ben je dis, ben tu peux faire de l'assurance 1 an, puis après ça, tu toucheras à d'autres choses, ou tu peux avoir 2-3 projets en même temps, 2-3 clients en même temps. Fait que j'ai l'impression qu'il y a toute cette proximité-là, tu sais, de rester comme un noyau dur un petit peu, là, de talent du même domaine, de la donnée, de l'intelligence artificielle, tout ça. Je pense que c'est une nouvelle condition gagnante, si on veut, puis j'ai l'impression que de plus en plus les grandes entreprises commencent à l'admettre, là, tu sais, que il y a vraiment il y a d'autres modèles maintenant qui vont être plus positifs à long terme, je pense, pour leur organisation, mais
c'est difficile, hein, parce que moi, je crois beaucoup en conserver le savoir dans les organisations. Fait que, mettons, le choix que vous avez fait de Chatman, mais c'est super important que vous vous formiez à l'interne, que vous développiez, dans la mesure du possible, toute votre expertise interne. Ça peut être en côtoyant des scientifiques des données, justement, dans le modèle qu'on a, mais tu sais, faut trouver la bonne combinaison entre je m'allie un partenaire, mais je garde le plus important à l'interne, tu sais, pour pas tout perdre, là. Entre autres, ton cœur de métier. Ton cœur de métier, c'est ça. Mais je pense que c'est ça la clé, hein. C'est vraiment tu sais, est-ce que je focus sur mon cœur de métier? Oui. OK, ce qui est pas dans mon cœur de métier, peut-être je peux accepter, justement, j'aime pas le mot impartir, là, de m'allier à des bons partenaires, puis d'investir là-dedans. Là, tout ça. Oui, puis c'est aussi des partenaires qui auront vu beaucoup de choses dans différents secteurs d'activité puis qui peuvent ramener cette connaissance-là puis nous en faire bénéficier. Là. Ben, moi, je crois beaucoup à ça. Tu sais, vraiment, c'est bien là d'être super compétent dans une verticale ou vraiment d'exploiter à fond tout le potentiel, mettons, d'un certain secteur. Mais pour moi, la plus grosse force, là, c'est d'être capable de prendre ce qui se fait bien dans un secteur, puis le jour où on est capable de l'utiliser puis d'en faire bénéficier un autre secteur, là, je pense qu'on a un bon gain, là. Puis c'est comme ça, l'innovation. C'est un des éléments là, qui va amener de l'innovation, c'est pas tout le temps rester cantonné dans comment je fais les choses. Admettons en finance, là, les choses se font beaucoup d'une certaine façon, mais qu'est-ce que je peux apprendre d'un autre secteur qui va m'amener plus loin? Tu sais, Sarah, qu'est-ce qui ne serait pas politically correct de dire, mais que tu pourrais nous dire aujourd'hui? Hey, question, mon Dieu! On veut du croustillant, là. Ben, moi, ce que je vois, là, pis c'est pas le cas des PME, tout ça, là, mais les grandes organisations, qu'elles soient au Québec ou à l'international, là, puis mes collègues, ils aiment pas ça quand je dis ça, là, mais il y a des organisations qui ont trop d'argent, OK? Puis, ça les pousse à faire des choix qui sont pas adéquats. Ils vont investir massivement dans des technologies. Ils vont engager une armée de scientifiques des données parce qu'ils ont beaucoup de moyens, mais il y aura aucune valeur qui va sortir de ça. Si vous voyez, tu sais, pour moi, là, ça associé à des organisations qui ont trop d'argent. Fait que à ces organisations-là, là, qui ont trop d'argent, résister à la facilité de pas vous poser, tu sais, il faut se poser les bonnes questions. Elle est où ma valeur? C'est quoi le meilleur choix possible? Au-delà de dire j'ai un budget puis je dois le dépenser. Fait que il y a des organisations publiques, des organisations privées qui sont dans cette situation-là. Ben, je sais pas si c'était pas politiquement correct, là, c'est bon, c'est croustillant. Ouais, fait que, tu sais, toujours se mettre dans la pensée d'une PME, là, je pense que c'est très positif pour n'importe qui. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, la PME avait des gaffes qu'elle peut pas se permettre. Elle va prendre certains risques, mais il y a des limites. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu ça, là, une PME qui s'est fait recommander d'investir dans un écosystème technologique, une infrastructure technologique de plusieurs millions de dollars. En partant, sans projet de valorisation. Ça, c'est juste la base. OK. C'est un peu, tu sais, pourquoi on n'essayerait pas à petits pas puis de livrer des choses pas nécessairement comme les grandes organisations, mais qui vont amener de la valeur au quotidien, là, tu sais, je pense que... Mais t'as nommé TRIP tout à l'heure, là, il y a vraiment des devoirs grands, puis à un moment donné, mais est-ce que c'est la bonne chose, je pense, puis aussi, cette capacité à se critiquer soi-même, critiquer notre stratégie, dire... chez Atman, c'est beaucoup quelque chose qu'on fait. Hey, ça, là, c'était vraiment pas bon. Mais on passe à autre chose. C'est pas facile, hein? Mais c'est ce qu'on veut faire en tant qu'organisation, puis aussi dans nos, justement, qu'on n'ait pas peur de faire des erreurs puis tout ça, mais de se la poser, la question. Puis d'être capable d'admettre qu'il y a des décisions qu'on prend qui sont pas nécessairement adéquates, puis après ça, ben on bâtit
fort de cette nouvelle connaissance-là. Là, c'est Ouais, que c'est pas la réponse, que le IA, qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire? C'est ça aussi. Ouais. Ben, c'est ça. Puis des fois, là, c'est que c'est la même IA qui va amener plein de bénéfices. Puis si tu fais juste comme oublier à quoi ça sert, ben là, ça peut amener plein d'effets négatifs. Puis celui dont on parle le plus, c'est tout ce qui est biais algorithmique, là, tu sais. Puis moi, ça en est pas ma spécialité, là. J'ai une amie qui en a fait sa spécialité, la notion de biais algorithmique, mais à chaque projet, il faut se poser la question, surtout dans le domaine des ressources humaines, du marketing, tout ça, parce qu'on travaille avec des données sur des personnes. Puis en fait, un algorithme d'intelligence artificielle ou un modèle, appelez ça comme vous voulez, c'est juste une façon de répliquer les décisions du passé puis les biais du passé aussi, parce que les gens, quand ils prennent des décisions, sont tous biaisés. Donc, vraiment, ça, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qu'il faut tout le temps maintenant mettre de l'avant dans les projets, juste pour garder... être conscient surtout de ce qu'on fait, puis de ce qu'on développe, puis des décisions qu'on amène à prendre à cause de nos solutions innovantes et qui se veulent toutes positives. Là. Puis par rapport à ça, c'est comme chez Atman, on a fait le choix d'avoir aussi des règles de base qui étaient pas uniquement du AI, puis aussi de ramener ça avec des conseillères sur le terrain, puis de dire est-ce que ça a du sens, est-ce que ça passe le test de la réalité, est-ce que pour s'assurer, on parlait de AI bienveillant, mais à un moment donné, c'est beau de sortir un résultat, faire bouger les gens, mais il faut que ça les fasse bouger dans la bonne direction. C'est ça. On était beaucoup impliqués. Oui, c'est ça, exactement. Là, les vrais. Puis quand on arrivait, puis c'était le test ultime d'une certaine façon. On n'a pas le choix d'aller là. Donc d'aller aveuglément dans de l'intelligence artificielle, deep learning, puis tout ça, c'est sexy à dire, mais au final, ça peut être très dangereux. Là, surtout si t'as pas un gros échantillon. Ben oui, puis tu sais, les gens se lancent beaucoup dans de l'apprentissage profond tout de suite, hein, souvent dans les projets. Puis nous, tu sais, on en fait, puis on adore ça, là, c'est sûr, parce qu'on est du monde de ce domaine-là. Sauf que il y a rien de mieux qu'une bonne vieille approche statistique pour bien comprendre ton problème puis être en mesure de la situation au départ. Tu sais, fait que je trouve qu'il y a des étapes à franchir, puis quand on n'est pas mature dans notre projet ou dans notre sujet ou ça vaut la peine de commencer avec des choses simples, des règles. Moi, des règles, je trouve qu'il devrait en avoir dans tous les projets. C'est un peu le carré de sable qu'on va définir ou qu'on va construire pour notre intelligence artificielle. Donc, c'est un incontournable. Ça fait partie de la solution, puis ça fait partie de l'intelligence artificielle, je trouve. Là. Ça, c'est très personnel. Donc, est-ce que le IA peut être bienveillant? Ben oui, parce que tu sais, l'intelligence artificielle peut arriver à détecter des maladies qu'on n'aurait pas soupçonnées, orienter vers des diagnostics qui n'auraient pas pu être faits. Puis tu sais, je trouve qu'il s'en fait pas assez en médecine, mais vraiment, ça, c'est sûr qu'il va y avoir tellement de bénéfices dans les prochaines années. Recommander, tu sais, les montres intelligentes, mais tu sais, inciter les gens à avoir des meilleures habitudes de vie, c'est super positif. Même au niveau du marketing aussi, là, tu sais, moi, j'aime pas ça recevoir des appels pour rien ou d'être sollicité pour des choses qui m'intéressent pas. Fait que c'est bienveillant quand t'arrives à être pertinent puis juste au bon moment, tu déranges pas les gens. Fait que oui, moi je pense que l'intelligence artificielle va être surtout bienveillante, c'est juste qu'il faut avoir vraiment un bon cadre. Puis surveiller ce qui se passe, ça c'est certain. Ouais. Ça va aussi faire sauver beaucoup de temps. Si on regarde notre coach virtuel, nous, les ressources humaines sont débordées, surtout en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre, tout ça. Puis le fait justement de faire des interprétations, ça devient devenir lourd, d'amener quelque chose qui est vraiment bien mâché, sélectionné, un contenu sélectionné, personnalisé en fonction d'une entreprise, du gestionnaire, de son employé. Ça leur permet de s'élever, mais beaucoup ça permet d'être plus présent, plus souvent, tu sais, d'avoir vraiment un lien constant. Puis, tu sais, moi, je pense que des fois, il y a un bénéfice dans le fait que c'est pas un humain tout le temps, là, tu sais, dans le sens que les gens vont se sentir plus à l'aise
Moins de jugement. Moins de jugement, fait qu'il va être plus honnête dans les réponses. Ça, on le voit. Tu sais, beaucoup, quand c'est la machine qui analyse, ben il y a personne derrière qui va juger. Puis c'est pas les scientifiques des données qui vont faire ça parce que nous, on travaille tellement avec des gros volumes de données, on n'est jamais sur une personne. Fait que je pense qu'il y a quand même des bénéfices pour certains sujets, dont certains sujets de ressources humaines, de marketing, de ne pas tout le temps avoir un humain qui fait l'analyse, mais bien comme un modèle, un algorithme, tout ça, là, c'est comme rassurant sur ma confidentialité, mettons. Voilà. Un peu comme ça, oui. C'est ça. Ouais, j'aime ça. Sarah, merci beaucoup. C'est déjà fini. Vraiment, c'est déjà fini. Très enrichissant, comme toujours. Ça m'a fait plaisir. Sarah de Videns Analytics. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous.